donc sur le modèle d'ancienne marque, l'entreprise créait une marque qui attirait des consommateurs et qui soutenait une entreprise. Aujourd'hui, en fait, le modèle a changé. Donc, c'est l'entreprise aujourd'hui qui va créer des consommateurs définis sur la base de leur mission et de leurs valeurs. Ces consommateurs, cette communauté de consommateurs va construire la marque et ensuite ils vont soutenir une entreprise. Donc ça, c'est la nouvelle vision d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il faut savoir que 60% des consommateurs en France demandent de la transparence et des valeurs éthiques qui soient conformes aux pratiques des marques. Il y a 60% c'est des consommateurs qui souhaitent que les marques prennent position sur des questions qui leur tiennent à cœur, donc des marques à travers lesquelles ils peuvent s'identifier à travers une communauté de consommateurs. Et 43% des consommateurs disent qu'ils sont capables de quitter une marque parce que ça ne convient pas à leurs valeurs. Alors, ça veut dire quoi concrètement? Eh bien, ça veut dire que les consommateurs aujourd'hui sont des porte-parole des marques. Ils ne veulent plus qu'on leur dicte une communication, mais veulent en parler par eux-mêmes. Il faut leur donner les moyens d'en parler à travers des informations qui soient transparentes, qui soient visibles sur votre site internet et qui soient aussi réelles et conformes aux pratiques de l'entreprise. Ce qu'ils veulent également, c'est un alignement des valeurs avec les pratiques des marques. On l'a vu avec toutes les catastrophes, le Rana Plaza, dernièrement, les problèmes de marques, enfin de non-paiement d'usines qui font du name and shame de marques sur LinkedIn. Donc cet alignement, aujourd'hui, il est perçu évidemment par le consommateur, mais il est également chiffré. Donc Interbrand aujourd'hui, qui est une agence de notation, se base sur le gap score, c'est-à-dire l'écart entre ce que montre sur des données publiques, ce que diffuse la marque en public, c'est-à-dire ses plans RSE, toutes ses actions, ses engagements, avec la perception des consommateurs. Donc il se base sur l'écart performance RSE moins la perception des consommateurs, donc sur une collecte de données publiques, moins la donnée de sondage basée sur un échantillon de 10 000 consommateurs. Donc ces données, ils se basent sur 6 piliers, 6 indicateurs phares qui sont définis propres à Interbrand, qui sont les opérations, la logistique, la supply chain, la gouvernance, le transport et les engagements parties prenantes. Donc, les conséquences d'un manque de transparence, c'est quoi? C'est une faible image de la marque, donc il y a une manque de confiance, il y a une défiance des consommateurs, il y a des pertes également astronomiques en cas de défaillance sur des engagements ou des catastrophes, donc qui impactent les taux de churn, les taux d'acquisition qui deviennent de plus en plus importants. Il y a des mauvaises notations d'agences puisqu'ils se basent sur des éléments, des données qui sont visibles, qui sont publiques, ou alors des informations qui ne sont pas suffisamment qualitatives. Donc forcément, ça va impacter la notation des agences. Il y a aussi dernièrement le name and shame. Aujourd'hui, avant on avait, même toujours aujourd'hui, la presse qui va dénoncer des marques. Aujourd'hui, on a des fournisseurs, donc ça c'est tout récent. On a des fournisseurs qui vont aller dénoncer des marques parce qu'ils n'ont pas été payés. Donc ça, c'est ce qu'on a vu tout dernièrement. Je ne sais pas si vous avez vu la même chose, mais on va le voir juste après. Et donc tout ça, ça va impacter quoi? Donc quand je parlais de valorisation chiffrée, ça va impacter la valeur de l'image d'une marque, qui est une valeur immatérielle. C'est un actif immatériel qu'on peut calculer. Et c'est défini par cette évidemment, enfin, c'est encore plus complexe de ça, mais de façon très simple, par cette formule, c'est-à-dire la réalité de la marque face à son marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les valeurs réelles moins les valeurs perçues par le consommateur. Et en cas de catastrophe, on va enlever la part de dévalorisation des investissements dus aux actes litigieux. Et donc là, cette formule-là, la part des dévalorisations des investissements aux actes litigieux, elle est définie par la Cour d'appel de Paris. Donc, elle est définie sur la base du texte qui est énuméré tout en bas.
Donc, encore une fois, attention à la voix de vos fournisseurs qui commencent à prendre la parole parce qu'ils sont conformés pendant des années, ils ont mis en conformité leur site, ils ont investi des millions, ils ont tenté de respecter, mais de plus en plus, ils respectent les engagements sociaux et environnementaux. Mais aujourd'hui, dès qu'une marque, c'est-à-dire qu'ils ont tellement subi de pression, enfin subi, ça va entre guillemets, qu'ils ont tellement eu de pression pour se conformer à des marchés qu'à un moment donné, aujourd'hui, dès qu'une marque ne respecte pas ses engagements sur contractuels et ses engagements partie prenante sur des chartes de bonne conduite, eh bien, le fournisseur, il n'hésite pas à vous mettre sur LinkedIn. Et là, dernièrement, donc là, c'est une usine au Bangladesh qui, je n'ai pas mis le nom de la marque, qui n'a pas été payée depuis des mois et donc il n'a pas hésité à dénoncer la marque avec la responsable RSE, la directrice RSE de la grande marque en question. Il y a eu plusieurs postes, hein, ça c'est juste un exemple, il y a eu plein de marques, une dizaine de marques qu'il avait dénoncées tous les jours. Et à côté de ça, il a mis en parallèle la communication de la marque sur son blog. La communication de la marque sur son blog, c'était pendant le Covid. Donc, la marque s'est engagée à faire un don de 2000 masques, 200 000 masques. Et donc, il s'est basé sur ça en disant payez-nous d'abord avant de faire des donations. Quelque part, oui, c'est vrai, c'est logique. Donc, on paye d'abord ses factures en cours avant et on ne fait pas des dons si on demande à fabriquer des masques et pas les régler. Et donc, voilà, faites attention à ce que votre communication soit en cohérence avec votre gestion interne. Alors, quels sont les freins à la transparence? On sait très bien que ce n'est pas évident à mettre en place, mais ça paraît évident de premier abord, mais en tout cas, il y a des étapes, c'est possible. Il y a des étapes à suivre. Les freins nous, on avait remarqué dès le départ, c'était les biais de données. Donc, ça veut dire avoir des indicateurs qui ne sont pas suffisamment qualitatifs, des qualités de données sociales et environnementales pas suffisantes, une communication qui n'est pas conforme aux pratiques d'une marque et une implication des employés en interne pour apporter un pilotage qui soit le plus efficient possible. Donc là, on parle vraiment de l'integrated thinking par rapport à la RSE, c'est-à-dire intégrer l'ensemble des départements dans l'application d'une politique de transparence ou de pilotage RSE. Donc, sur les écarts de données, parce qu'on parle de gap, les écarts de données entre... Il y a deux types d'écarts. On a des écarts de données entre le fournisseur et la marque. On a des écarts de données entre la marque et ses fournisseurs. Pourquoi? C'est parce que, alors, entre la marque et le fournisseur, ils n'ont pas suffisamment de données puisqu'ils sont évalués que très peu. Ils sont évalués une fois par an. 20% du parc fournisseur est évalué en moyenne une fois par an. Et le reste, ces 80% restants, c'est une fois tous les 2 ans, 3 ans, voire même 5 ans. Donc, on est sur des données qui sont caduques, qui ne sont pas qualitatives et qui ne sont pas représentatives de la réalité de la marque et la réalité sur site du fournisseur. Après, il y a l'écart entre la marque et le fournisseur. La marque et le fournisseur, c'est-à-dire que la marque, elle va communiquer des informations qui ne sont pas en cohérence avec ce qu'elle exige vis-à-vis de son fournisseur. Il faut faire attention à ça aussi. Ça, c'est tout nouveau, donc ça commence à émerger. Ensuite, il y a le manque de données, ça je l'ai dit, donc 20% des parcs fournisseurs qui sont audités une seule fois par an. Et l'autre souci, c'est l'implication. C'est-à-dire, c'est bien d'avoir un plan RSE, c'est très bien de communiquer, mais ça n'est pas suffisant. L'idée, c'est vraiment d'apporter un engagement de vos collaborateurs pour suivre des indicateurs, parce qu'il y a des indicateurs qui sont dépendants d'autres départements, et qu'à un moment donné, pour apporter un pilotage efficient, il est essentiel d'intégrer l'ensemble des effectifs dans cette stratégie. Et enfin, le biais de données. Le biais de données également par rapport aux ouvriers. Aujourd'hui, il y a moins de 1% des ouvriers qui sont impliqués dans les évaluations, dans les audits sur site. Alors, on ne parle pas, sur les évaluations en ligne, on n'a aucune information sur les ouvriers puisqu'ils sont envoyés directement au manager. Je donne un exemple, c'est une usine de 200 personnes, on va avoir 12-15 personnes maximum d'ouvriers qui auraient été audités.
Donc, ça ne permet pas d'avoir des vraies informations sur les conditions de travail. Quand on parle d'impact social, pour nous, c'est incohérent de demander à un manager si son ouvrier, enfin, c'est pas incohérent, c'est pas suffisant de demander qu'au manager si les conditions de travail sont bien respectées. Alors, pour la voix des ouvriers, donc il faut faire attention également à la voix des ouvriers. Alors là, c'est un exemple réel qu'on a fait, c'est en Chine. On a demandé sur, voilà, donc ça c'est un indicateur sur le niveau de salaire. On a posé la question sur combien l'ouvrier était payé. Donc le minimum, oui, donc le minimum ici dans cette région, c'est 2100 yuan. Le manager disait que ils étaient correctement payés conformément à la loi locale, enfin à la réglementation locale. Et des employés disent que 56% d'entre eux ne sont en dessous du seuil de la région. Parce que le SMIC, c'est très français, mais en Chine, si on doit comparer, c'est par région. Chaque région en Chine a son minimum de salaire. Alors, donc, faites attention à l'écart entre ce que disent les ouvriers et managers. Donc, chez Fairmakers, nous, on inclut la voix de l'ouvrier parce que pour nous, c'est essentiel de les questionner. Donc, ça permet d'avoir des données vraiment représentatives. Représentatives, pourquoi? Par l'effectif, parce qu'on est sur des échantillons, enfin des panels représentatifs statistiques qui sont très larges. Donc, ça nous permet de nous rapprocher de la réalité, en fait. Donc, nous, on se base sur les indicateurs, sur nos évaluations qu'on envoie sur 6 indicateurs phares. Évidemment, il y a des sous-indicateurs dans chaque. L'environnement, le social, droit de l'homme, l'éthique, les achats responsables, matière traçabilité et la communication, la transparence. Donc, toutes ces données, en fait, vont nous permettre de collecter des informations. Voilà. Nous collecter des informations. Donc là, on est sur des notations de 0 à 5, c'est des données réelles. Ici, c'est juste un extrait, donc on ne voit pas la partie environnementale. Ici, on voit voilà, les employés et les managers, ce que disent les employés, ce que disent les managers sur les wages, le salaire. On est sur 1,5 sur 5 contre manager 4,6. C'est-à-dire que si en temps normal, on avait juste demandé au manager, on aurait été dans l'erreur. Et qu'à un moment donné, quand on a la presse qui arrive sur site qui dit oui, telle marque fait travailler des ouvriers qui sont en dessous du seuil ou qu'on ne soit pas étonné de ça. C'est normal, c'est un biais de process. Et donc, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est on envoie des évaluations à l'ensemble, enfin quasi un panel très large d'employés. Donc, contrairement à une évaluation ponctuelle, en se basant sur c'est-à-dire pas mal de questions, donc ça c'est vraiment la tranche très haute, c'est-à-dire une très bonne évaluation en ligne de 100 questions, on est sur 800 métadonnées par an qui est adressé à un manager. Nous, sur nos évaluations continues, en un an, on est capable d'avoir 73 440 métadonnées par an. Parce qu'on se base sur des panels qui sont larges, on a 10% de marge d'erreur, mais qu'on peut améliorer, mais en général, 10% de marge d'erreur, c'est largement suffisant, on n'a pas besoin d'aller plus. Et on se base sur 36 questions par évaluation adressables aux managers et aux ouvriers, tous les mois. Donc 36 questions par deux, hein, c'est 18 questions chacun, entre 15 et 18 en général. Donc sur les données, en fait, ce qu'on voit, c'est que le premier mois, en janvier, donc ça pareil, c'est une donnée réelle, hein, entre janvier et mars, donc ça, vous pouvez voir par vous-même, ce qu'on voit, c'est que quand on fait un audit la première fois, on va avoir tendance à avoir des notations qui sont très hautes. Pourquoi? Parce que les employés ne sont pas encore en confiance, donc ils vont répondre positivement le temps qu'ils soient en confiance pour commencer vraiment à dire à avouer, à dire ce qui se passe réellement sur site. À partir du 3e mois, on commence à arriver à des données vraiment représentatives de la situation sur site. Pourquoi? C'est parce qu'à partir du 3e mois, on commence à gagner la confiance. Donc, c'est une confiance qui se gagne avec du temps pour avoir des données qui sont qualitatives. Donc, c'est une coopération qu'il faut lier entre le fournisseur et la marque pour une amélioration continue et non plus basée sur la sanction. Aujourd'hui, les évaluations, les audits ont été beaucoup basés sur la sanction et c'est des choses qui font peur aux fournisseurs.
qui font qu'à un moment donné, on n'arrive pas à avoir des données suffisamment réelles. Donc là, c'est un autre exemple, pareil. Donc on voit à partir du troisième mois, ça baisse énormément. Et donc là, pour les outils, nous, qu'on propose pour vraiment apporter cette évaluation et vraiment continuer à gagner, collecter des données qui soient vraiment qualitatives, on a une alerte système qui puisse permettre à une marque de réagir immédiatement, un suivi tableau de bord, qui puisse voir l'efficience de leur stratégie, leur pilotage en continu, d'apporter des plans d'action correctifs et aussi comparer les fournisseurs pour voir immédiatement quels sont les fournisseurs qui sont les plus à risque. Alors, par rapport à la transparence, nous, ce qu'on propose, c'est un tableau de bord qui peut être partageable en ligne, c'est-à-dire le tableau de bord du fournisseur. Ça peut l'être, hein. C'est pas une obligation, mais en tout cas, c'est un choix pour une marque. Donc, elle peut très bien, par exemple, l'article, mettre l'URL du tableau de bord du fournisseur à côté de l'article du fabricant. Donc, ça, c'est possible. À la manière de Everline, qui l'a aussi fait, Everline, c'est une marque américaine qui appliquait la transparence radicale au niveau du prix et aussi au niveau de ses fournisseurs. Donc, ce qu'on voit ici sur Everland, donc ça c'est une VS Engine, ils mettent une URL de la factory, où il y a le descriptif, le nombre d'employés, la localisation, tous les détails. Donc là, on voit tous les descriptifs, des photos de l'usine qui a l'air vraiment très conforme aux réglementations européennes. Une transparence aussi au niveau du pricing pour les prix des ouvriers et le prix de vente, qui définit le prix de vente. Sana, excuse-moi, j'ai une question pour toi. Parce que du coup, effectivement, quand on est une marque de taille, on va dire, petite ou taille modérée, à l'inverse, quand on travaille avec des centaines d'usines, la possibilité comment tu vois les choses, le fait de pouvoir mettre des tableaux de bord qui indiquent la performance des usines à disposition des consommateurs. Sachant qu'effectivement, tu peux piloter ce qui se passe, d'avoir une vision sur une usine, 2 usines, 3 usines, 10 usines. Mais quand on arrive sur des grosses industries, des géants de la fast fashion et qui travaillent avec des centaines d'usines, du coup, quelle est ta vision par rapport à ça? Ou ta recommandation? En fait, je ne vois pas le problème. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un choix. C'est un choix, c'est aussi un accord aussi, l'usine doit accepter, bien sûr. C'est-à-dire qu'on ne va pas afficher les informations de l'usine sans lui demander. Non, mais la question derrière, c'était parce qu'effectivement, une des problématiques qui apparaît dans cette industrie ou comme dans d'autres, c'est que les usines, les grosses usines, elles sont sollicitées par les grandes marques. C'est plus des usines intégrées en propre à la marque. Et donc, du coup, on sait qu'il y a du renfort, un appel de renfort à du personnel sur les périodes de cut-off. C'est à peu près le 20 du mois. Donc, les commandes, il y a des surplus de commandes qui arrivent. Ils peuvent faire appel à une main-d'œuvre donc additionnelle. Donc, pour toi, ça serait d'avoir une transparence totale, complète par rapport à ça. Ah non, après, non, pas du tout. C'est pas ce que je dis. En fait, alors la transparence, c'est vraiment un sujet très stratégique, propre à chaque entreprise. Mais justement, on va y arriver. Comment définir ces stratégies-là? J'en parle à la fin. Okay. Il y a des étapes à définir et chaque entreprise a sa mission, son identité de marque, ses valeurs et qui vont définir une stratégie de transparence. Il y a différents niveaux de transparence et ça peut être une transparence, mais tout dépend en fait. Il faut d'abord faire une analyse de la mission, de l'identité de la marque, de ses consommateurs, de ses personas, avant de se dire on va faire. Même si aujourd'hui, oui, les consommateurs sont en recherche de transparence, ça c'est indéniable. Mais comment la faire, comment l'appliquer, il y a différentes façons de faire. Très bien, merci. C'est rien. Donc après, on a Patagonia qui est vraiment pareil. Là, vraiment, les exemples que je donne, c'est juste pour vous bousculer un petit peu. C'est vraiment de la transparence radicale. Mais évidemment, il y a des façons d'appliquer la transparence qui sont beaucoup plus light. Patagonia, c'est une marque qui est très authentique. Donc, Patagonia a mis en ligne cette affiche « Don't buy this jacket ».
parce qu'ils prônent le zéro waste, parce qu'ils prônent le non-gâchis, parce qu'ils prônent le slow fashion. Et ils existent. Et c'est en cohérence avec leurs valeurs. C'est ça leur valeur. Alors, il y a une autre communication qui est peut-être réelle et authentique, donc ça dépend de vous, puisque la communication est portée par une communauté de personnes. Mais c'est juste pour vous pousser à poser des questions. Bah, Didier Raoult, est-ce que c'est une information réelle, authentique? Donc voilà, débat, je ne sais pas. Mais voilà, c'est propre à chacun. Mais en tout cas, ça crée des communautés de soutien. Alors, nos conseils pour appliquer une stratégie de transparence, c'est d'abord commencer par faire un diagnostic RSE. Diagnostic de l'entreprise elle-même et le diagnostic des fournisseurs. Ça va vous permettre de définir déjà les écarts, en fait, sur ce que vous voulez atteindre, vos objectifs, et ce que vous avez fait, on va dire à l'instant, ce que vous avez comme information. Ensuite, passer à l'étape 2, on va définir la vision, la mission de l'entreprise, identifier les risques qu'on a retrouvés sur le diagnostic, fixer vos objectifs par rapport à vos volontés, en fait. Sur le diagnostic, on a 2 indicateurs. On a un indicateur de performance. D'ailleurs, je vais vous montrer ici. Donc, nous, sur les diagnostics, on se base justement pour inclure la perception, parce qu'il y a 2 niveaux. Il y a la perception des consommateurs par rapport à votre marque. Il y a aussi votre perception à vous par rapport à vos volontés, vos objectifs, vos priorités. Et donc, en fait, cette évaluation, ce diagnostic va vous permettre de voir l'écart entre votre propre stratégie que vous avez définie et ce que vos pratiques à vous en interne. Et donc, à partir de là, on se base sur l'ISP. Donc, l'ISP, c'est un indice d'importance stratégique perçu par les collaborateurs en interne. Et la maturité, c'est ce que vous avez fait, ce que vous avez appliqué, ce que vous avez pratiqué. Et on se base sur 6 indicateurs piliers qui sont les opérations, la logistique, la supply chain, la gouvernance, le transport et les engagements sur la partie prenante. Donc, je vais juste repasser sur les étapes. Donc, une fois qu'on a défini le diagnostic, on va passer, voilà, on aura les risques qui ont été identifiés, les écarts entre votre mission et ce que vous pratiquez, et une mise en place d'indicateurs de pilotage. Étape 3, on va faire des évaluations continues pour continuer à collecter des données qui soient vraiment mises à jour en temps réel. Et enfin, donc avant de faire l'évaluation RSE sur l'étape 4, on va mettre en place des indicateurs, intégrer des clauses RSE fournisseurs, définir une charte de bonne conduite qui soit vraiment cohérente, mais qui ne soit pas juste une clause qui ne sert à rien. C'est ce qu'on a vu là dernièrement avec les fournisseurs. Donc, c'est important vraiment de définir les choses et mesurer les risques. Chaque chose que vous écrivez, que ce soit cohérente avec vos pratiques. Et ensuite, une fois qu'on a défini les 3 premières étapes, on va passer sur des évaluations continues, une collecte continue qui va vous permettre d'améliorer en continu vos engagements sociaux et environnementaux et pouvoir les partager aussi en temps réel sur vos améliorations. Et c'est ce qu'on attend aujourd'hui, c'est ce que les consommateurs attendent aujourd'hui. Voilà, j'ai fini. Merci pour votre écoute. Si vous avez des questions.